Bonjour à tous, avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vos proches se portent bien dans cette période très particulière. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, le but de Heal You, normalement, c'est de poser des questions cons sur la santé. Des questions que tout le monde se pose, un peu légères, décalées. Mais aujourd'hui, j'ai préparé un épisode un peu spécial. Face à la profusion d'études scientifiques publiées en ce moment, ce que je vous propose ici, ça va être des outils qui vous aideront peut-être la prochaine fois que vous ouvrirez une étude scientifique. Alors, c'est pas un épisode qui se veut exhaustif, mais j'espère que la prochaine fois que vous lirez une étude scientifique, vous aurez quelques réflexes. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à Heal You, à partager cet épisode et à le noter sur votre plateforme. Merci et bon épisode. Depuis le début de cette crise, on parle beaucoup d'études. On cherche à savoir quelles sont les personnes les plus touchées par le virus, si celui-ci peut rester plusieurs heures sur une surface, ou encore si les chats peuvent l'attraper. Et surtout, ce qu'on cherche, évidemment, avant tout, c'est un traitement. Quotidiennement, quand on ouvre Twitter ou les médias, on tombe sur des débats d'experts. Alors, si vous êtes un peu perdu, sachez que c'est normal. Sans avoir eu de formation scientifique et médicale, on a vite l'impression que c'est hors de notre portée. Alors parfois, je ne vais pas vous mentir, ça l'est. Mais bon, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt justement qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on ouvre une étude scientifique. Dans cet épisode, on va d'abord parler des études scientifiques en général, et après, on va s'attaquer un peu plus précisément à certaines études qu'on appelle les essais cliniques. Alors, d'avance, sachez que je ne vais pas trancher un débat aujourd'hui. Le but dans cet épisode, c'est vraiment de vous donner les clés pour un peu mieux comprendre les discussions qui se tiennent actuellement. Donc pour ça, j'ai appelé à la rescousse, il y a un peu plus de 2 semaines, Hervé Devilliers. Il est spécialiste de médecine interne au CHU de Dijon. Il enseigne la lecture critique d'articles, la LCA, à l'Université de Bourgogne. Et il anime la chaîne YouTube Professeur Geek, spécialement dédiée à la LCA. Allô ? Allô, oui, bonjour, c'est Aurélie à l'appareil. Oui, bonjour. Comme l'interview s'est faite par téléphone, confinement oblige, Hervé Devilliers s'est enregistré de son côté pour avoir un son plus propre. Voilà, c'est tout bon. Et moi, naïve, j'ai posé ma première question. Est-ce qu'il y a un moyen rapide pour détecter une bonne étude scientifique ? Non, il n'y a pas de moyen rapide, il n'y a pas de prêt à penser dans ce domaine. Évidemment, on s'en doutait un peu. Alors on a commencé par le début, c'est-à-dire, quand on ouvre une étude scientifique, quel est le premier réflexe qu'on doit avoir ? Le premier réflexe, c'est le type d'article. Il y a 2 grands types d'articles. Il y a ce qu'on appelle les articles originaux, qui sont des données originales publiées par un chercheur à propos de ses travaux. Et il y a ce qu'on appelle les éditoriaux et les lettres. Là, ce sont des chercheurs qui envoie à un éditeur, à un journal, un bref commentaire, un bref avis, une brève lecture d'une actualité. C'est souvent un commentaire de l'actualité scientifique, parfois étayé par des données personnelles, mais qui ne méritent pas le titre d'article de recherche original. Quand j'ouvre une étude, est-ce que, par exemple, la revue dans laquelle l'étude est publiée, c'est une donnée importante qui peut m'aider pour savoir si l'étude est fiable ou non ? Alors oui et non. Il y a certaines revues qui n'ont pas de processus de ce qu'on appelle revue par les pairs, c'est-à-dire de processus qui font que ce sont des chercheurs dans le domaine qui doivent valider un article avant qu'il soit accepté. Et ces revues donc ne répondent pas aux standards internationaux de la qualité scientifique. Et donc, le seul critère d'entrée, c'est la notoriété du chercheur qui va publier dedans ou éventuellement l'attrait de l'éditeur pour l'article en question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier. Les revues qui n'ont pas de process de revue par les pairs. Les anglo-saxons disent peer review. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir des mauvais articles dans des bonnes revues ? Oui, évidemment, bien sûr, ça existe. Donc, je dirais, le fait d'avoir un article publié dans une revue prestigieuse est quelque chose qui incite plutôt à la confiance, mais qui ne doit pas, dispenser le chercheur de lire l'article et de se faire sa propre idée, parce que il arrive que des articles de piètre qualité passent dans des très grandes revues, et surtout en ce moment où on est quand même beaucoup dans la recherche du scoop médical, un petit peu au détriment parfois de la qualité.
Mais est-ce qu'il y a un moyen de savoir si cette revue est bien classée, bien notée parmi les revues internationales ? Il y a un indicateur qui a les qualités de ses défauts qui s'appelle l'impact factor, dont les revues se vantent régulièrement sur leur page d'accueil. Donc impact factor ou facteur d'impact en français, c'est un chiffre qui donne une indication du nombre de fois où les articles de la revue en question sont cités. C'est-à-dire qu'une revue qui aura ces articles très très souvent cités auront un impact factor très très fort, et une revue qui n'est quasiment jamais citée aura un impact factor très très faible. Donc c'est un indicateur très imparfait pour plein de raisons, hein. Le fait qu'une revue fasse en sorte d'avoir ses papiers très très souvent cités n'en fait pas nécessairement une excellente revue. Soit c'est une revue qui publie que des articles de référence et de très bonne qualité, et dans ce cas-là c'est vraiment en faveur de la qualité de la revue, soit c'est une revue qui fait en sorte que ces articles soient extrêmement cités parce qu'ils sont controversés au contraire et qui vont faire l'objet de beaucoup de discussions. Donc il y a toujours vous voyez, il y a toujours le bon et le mauvais côté de l'impact factor. En tout cas, bon, les chercheurs ont tout intérêt à publier leurs travaux dans des revues très cotées, dans des revues avec un très fort facteur d'impact. Donc, si j'ai un article qui a un scoop extraordinaire, je vais d'abord essayer de le passer dans une très très bonne revue. Ok. Et alors, il y a autre chose, quand on ouvre une étude scientifique auquel on peut être assez sensible, c'est les conflits d'intérêts. Comment je fais pour savoir si les personnes ont des conflits d'intérêts ? Normalement, la réglementation internationale oblige les auteurs à déclarer leurs conflits d'intérêts. Selon le format de la revue, soit au tout début, juste après le résumé, soit à la fin de l'article, vous avez la liste des auteurs et la liste des conflits d'intérêts qu'ils ont déclarés. Alors ensuite, la difficulté, c'est est-ce que les gens déclarent honnêtement leurs conflits d'intérêts ou pas ? Voilà, après, moi, je ne peux pas m'engager pour l'éthique de chaque auteur, mais c'est une obligation. En France, c'est assez facile à vérifier, hein. Il y a le site transparence.santé.gouv.fr qui, si vous tapez le nom d'un médecin ou d'un professionnel de santé, vous avez la liste de tout ce qu'il a, de tous les labos avec lesquels il a été en relation, et même vous avez le montant. Et vous avez le collectif Formindep qui fait un travail considérable. Simplement, ils ont compilé sous une forme beaucoup plus facile à lire toutes les données de transparence.gouv.fr. Et c'est sur un site qui s'appelle, assez ironiquement, Eurofordocs. Résumons. Il y a donc quelques éléments que vous pouvez repérer pour savoir si une étude est plutôt sérieuse ou pas. D'abord, on regarde si c'est un édito ou si c'est un papier original, avec des données publiées par le chercheur lui-même. Ensuite, on regarde dans quelle revue cet article est publié. Pour savoir s'il s'agit d'une bonne revue ou pas, vous pouvez déjà regarder si elle est peer-reviewed, c'est-à-dire revue par les pairs. Est-ce qu'il y a une correction par d'autres chercheurs ? C'est souvent indiqué sur la page d'accueil web de la revue. Vous pouvez aussi aller voir son impact factor. Vous tapez le nom de la revue dans Google, puis impact factor. Et enfin, bien sûr, vous pouvez aller voir les auteurs, dans quel domaine ils travaillent, est-ce qu'ils ont déjà publié sur le sujet, et vous pouvez également regarder leurs conflits d'intérêts. Voilà, ça c'était pour la forme. Maintenant, on va s'attaquer au fond. Dans cet épisode, on ne va pas pouvoir étudier toutes les méthodologies d'articles. Mais on va quand même en voir une qui est hyper importante et qui est vraiment d'actualité, c'est celle des essais cliniques. Alors, un essai clinique, qu'est-ce que c'est ? C'est une étude qui sert à vérifier deux choses. D'abord, on s'en doute qu'un traitement fonctionne pour une maladie donnée. Mais également, et ça on l'oublie parfois, que ce traitement est bien toléré par les patients, c'est-à-dire qu'il n'entraîne pas trop d'effets secondaires. Ces essais cliniques, ils sortent pas de nulle part. Ils sont très souvent conduits après des études expérimentales, soit sur des modèles cellulaires, c'est-à-dire des cellules, soit sur des modèles animaux. Et aujourd'hui, l'essai randomisé contrôlé en double aveugle est la seule méthode à ce jour qui permette de montrer qu'un traitement est la cause d'une amélioration ou qu'un traitement est la cause d'une diminution de la mortalité, etc. Ouais, c'est pas faux. Vous n'avez rien compris à la dernière phrase. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Reprenons. Est-ce que c'est possible de préciser, du coup, randomiser, contrôler, de quoi on parle ? Alors je vais commencer par le début. Il faut une étude qui soit toujours contrôlée. C'est-à-dire qu'il y ait un groupe qui reçoive le traitement et un groupe qui ne le reçoive pas. Parce que, pour prendre l'exemple des viroses, et en particulier de celle qui nous intéresse en ce moment, le Covid-19, la plus grande probabilité, fort heureusement, quand vous attrapez cette maladie, c'est d'en guérir spontanément.
Il y a bien sûr des formes graves qui sont celles qui focalisent toute notre attention en ce moment, mais il faut rappeler que la plupart des gens guérissent. Donc, il faut qu'on soit capable, quand on donne un médicament à des gens, de distinguer les guérisons spontanées des guérisons liées au traitement. Et la seule manière d'y parvenir, c'est d'avoir un groupe de gens traités et un groupe de gens non traités. Donc ça, c'est pour l'étude contrôlée. La deuxième chose, c'est que il faut que ces deux groupes soient strictement comparables. Si vous prenez un groupe de gens en parfaite bonne santé et que vous leur donnez un traitement et que votre groupe contrôle ne comporte que des malades à risque d'avoir une forme grave, mais vous allez vous retrouver avec une différence entre les deux groupes, mais elle aura toutes les chances de ne pas être liée au traitement. Et pour contourner ce problème, il faut faire ce qu'on appelle de la randomisation, c'est-à-dire tirer au sort les gens qui reçoivent le traitement et les gens qui ne le reçoivent pas. Il faut enfin que l'étude soit menée en double aveugle. Autrement dit, le patient ne doit pas savoir s'il appartient au groupe testé ou au groupe contrôle. Et le médecin qui lui donne le traitement non plus. Alors, l'idée, c'est que il faut que les gens aient un suivi exactement identique entre les deux bras, quel que soit le traitement qu'ils reçoivent. On peut imaginer que si les médecins connaissent le bras de traitement, ils accordent une surveillance plus importante au bras qu'ils considéreront comme le moins efficace. Et l'attention, le soin qu'on accorde au malade, s'il est différent entre les deux bras, il est évident que ça va jouer sur l'efficacité du traitement. Du côté du malade, si on est convaincu de l'efficacité d'un traitement, eh bien pour les symptômes subjectifs, on va avoir tendance à les rapporter de manière plus positive que si on est dans un bras où on est convaincu que le traitement ne marche pas. La seule manière d'équilibrer ça entre les deux bras, c'est de n'informer ni le médecin clinicien qui suit les malades, ni les malades du traitement qui est pris. Pour être sûr d'avoir bien compris cette histoire de double aveugle, j'ai demandé à Hervé Devilliers de nous donner un exemple. Par exemple, un essai en double aveugle, vous pensez qu'un antibiotique pour traiter une infection urinaire pourrait être donné uniquement 7 jours plutôt que 14 jours. Parce qu'il vous semble que 7 jours, ça serait largement suffisant. Sur des données écologiques, bactériologiques, etc. Vous prenez un groupe de patients où vous traitez les gens pendant 14 jours, et un autre groupe de patients où vous les traitez pendant 7 jours, et les 7 jours suivants, vous arrêtez le traitement. Si vous maintenez les gens dans la connaissance du traitement, et que vous avez comme critère j'appelle mon médecin si j'ai des brûlures urinaires. Imaginez bien que dans le groupe antibiotique, il est tout à fait probable que les patients, de manière totalement naturelle, s'ils ressentent des symptômes, attendent un petit peu avant d'appeler leur médecin en disant « je suis sous antibio, ça va bien se passer ». Alors que les patients qui ont connaissance de l'arrêt du traitement vont bien évidemment, et c'est aussi tout à fait normal, appeler leur médecin en disant « j'ai des brûlures urinaires, j'ai plus d'antibiotiques, occupez-vous de moi ». Même situation dans les deux bras. D'un côté, brûlure urinaire, d'un côté, brûlure urinaire. Dans un cas, on cote une rémission, et dans un cas, on cote un échec du traitement. Et cette différence entre les deux groupes est liée uniquement, je dis bien uniquement, à la connaissance du bras de traitement, et évidemment pas à l'efficacité du médicament. La seule solution pour que les appels aux médecins soient exactement dans les mêmes circonstances dans les deux groupes, ce serait dans les 7 derniers jours, dans le bras 7 jours, de donner un comprimé de placebo et de ne dire ni au médecin ni au patient qui reçoit 7 jours et qui reçoit 14 jours. À ce moment-là, l'enregistrement du critère rechute de l'infection urinaire sera le même exactement dans les deux bras. D'accord, donc oui, c'est ça. Donc c'est en fait que toutes les variables qui sont liées au fait qu'on ait connaissance de son propre traitement et que du coup son médecin ait connaissance de son traitement sont effacées de l'analyse, quoi, en gros. Exactement. Alors le problème, c'est que quand on annonce ça de manière aussi factuelle que je viens de le faire, ça semble totalement inacceptable pour les gens de ne pas savoir quel traitement on va se voir attribuer, on va se voir donner. Mais en réalité, c'est une procédure qui part du principe qui est qu'on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, si un traitement est efficace, et on ne sait surtout pas s'il va être plus toxique qu'efficace ou plus efficace que toxique. Alors, ce double aveugle dont on parle, il n'est pas toujours réalisable. Il y a des situations dans lesquelles, pragmatiquement, c'est pas possible, parce que les modalités d'administration des traitements sont beaucoup trop différentes entre les deux bras pour qu'on puisse cacher les choses. Quand votre traitement comporte par exemple un traitement chirurgical, c'est évidemment impossible de cacher aux opérateurs et aux patients qui est opéré. Pour résumer,
Si vous voulez savoir si une étude montre bien qu'un traitement fonctionne, regardez d'abord qu'il s'agisse d'une étude contrôlée, randomisée et si possible en double aveugle. Notez bien aussi que plus le nombre de personnes enrôlées dans l'étude est important, plus les résultats seront significatifs. Si vos 2 groupes comportent 10 patients chacun, c'est pas une étude très solide. Elle donne sûrement des premiers résultats, permet de formuler des hypothèses, mais elle doit être répliquée à plus grande échelle pour dire si le traitement fonctionne effectivement. Voilà, donc en vérifiant ces points, vous aurez déjà une bonne idée de la fiabilité de l'étude. Ça y est, on est arrivé à la dernière partie de cet épisode. Et là, on va un peu plus évoquer le climat actuel. On va essayer de prendre un peu de recul par rapport à toutes les publications qu'on voit circuler sur Internet, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Bon, alors déjà, faut le savoir, et vous le savez tous, cette période est complètement exceptionnelle. Et ça vaut aussi pour la recherche médicale. Il y a énormément d'articles sur le coronavirus qui ont été publiés dans des revues scientifiques depuis le début de l'épidémie. Par exemple, mettons que je fasse une recherche sur le coronavirus dans PubMed. PubMed, c'est genre le moteur de recherche des publications scientifiques en médecine. Si je tape SARS-CoV-2, c'est le nom du virus, dans la barre de recherche, et que je limite cette recherche entre le 1er janvier et le 6 mai 2020, je tombe sur plus de 4000 résultats. À noter, seule une infime partie de ces résultats concerne ce qu'on appelle des essais cliniques. La plupart de ces études publiées par des revues scientifiques ont plutôt pour objectif de mieux comprendre le virus et ses conséquences sur l'homme. Mais en plus de ça, en plus de toutes ces études publiées, avec la crise du coronavirus, il y a d'autres acteurs qui ont pris beaucoup d'importance ces derniers mois. Ce sont les plateformes de publication de préprint. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les préprints, ce sont des articles qui n'ont pas encore été revus par d'autres scientifiques, qui n'ont donc pas été peer-reviewed, revus par les pairs. Il existe donc des plateformes qui permettent à n'importe quel scientifique de déposer ces articles pour qu'ils soient diffusés. Actuellement, 2 gros acteurs se partagent le secteur, MedXRiv et BioXRiv. Quand on fait une recherche SARS-CoV-2 sur ces 2 plateformes, on tombe sur près de 3000 articles. Pourquoi un scientifique aurait intérêt à publier sur ces plateformes ? Il y a au moins 2 raisons à ça. La première est liée à la période actuelle. Mettons qu'un scientifique ait des données intéressantes sur le coronavirus. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va soumettre son article pour qu'il soit publié dans une revue. Mais en parallèle, pour que ces données soient accessibles le plus rapidement possible, il va publier son article sur une plateforme. Mais attention, il se peut que ce scientifique se soit complètement planté, que son étude ne soit finalement pas si bonne que ça, et qu'elle ne soit jamais publiée dans une revue. Seconde raison, par exemple, un chercheur sait que son étude ne passera pas dans une revue scientifique parce que la méthodologie n'est pas assez bonne, parce que les résultats ne sont pas nouveaux, mais il souhaite que son étude soit quand même diffusée. Voilà au moins 2 raisons pour lesquelles des scientifiques peuvent passer par ces plateformes de préprint comme MedXRiv ou BioXRiv. Aujourd'hui, parmi les 3000 articles cités, certains ont depuis été publiés, et si c'est le cas, c'est écrit sur la page de l'article, et d'autres ne l'ont pas été. Grâce ou à cause, comme on veut, de ce partage d'articles non publiés, on a accès à une quantité énorme d'informations. Le problème, c'est que intrinsèquement, chaque type d'étude ne se vaut pas en termes de niveau de preuve. 8, 10, 20 ou même 30 études de faible niveau méthodologique seront toujours moins convaincantes qu'un seul essai clinique randomisé bien conduit. Et aujourd'hui, malheureusement, cet essai, pour les traitements du Covid-19, puisque c'est de ça dont on parle, ils se font attendre. Je pense que si demain, il y a un article bien conduit, un travail bien conduit qui conclut à l'efficacité ou à l'absence d'effet d'un des traitements actuellement évalués dans le Covid-19, je pense qu'il passera très vite dans une très bonne revue. Les préprints qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas publiés. Les éditeurs sont parfaitement avides d'articles de ce type-là, puisque c'est des articles qui vont être extrêmement cités et faire extrêmement bien à leur revue. Donc, disons que tous ces préprints, c'est des données intéressantes et c'est très très bien de partager la connaissance dans la communauté médicale et en dehors, mais ils ne seront dignes de confiance que lorsqu'ils auront été soumis à la vérification des pairs. Et donc, voilà, parce qu'il y a un échange. Ensuite, on dit, mais vous avez fait telle chose comme ça et telle chose comme ça, c'est pas très clair, ça incite à la méfiance.
Pouvez-vous clarifier la situation ? L'auteur répond « Oui, bien sûr, nous n'avons pas donné cette donnée parce que telle raison, et nous l'avons maintenant ajoutée dans le document. » Voilà, donc ce processus de discussion n'a pas lieu avec les préprints. Donc on attend avec impatience que des articles de bonne qualité soient publiés. Alors pour vous répondre un peu plus directement, dans tous les préprints qu'on voit passer, il n'y a pas eu d'articles avec une méthodologie incroyablement bien faite et qui mérite de faire un scoop médical. Autre conséquence de cette crise, les chercheurs, les instituts ou encore le gouvernement communiquent beaucoup plus aujourd'hui autour de la recherche médicale. Je trouve que c'est difficile en tant que scientifique de communiquer auprès du grand public des résultats, des preuves d'efficacité d'un médicament notamment, tant que cette efficacité n'a pas été prouvée de manière, sinon indubitable, au moins perceptible dans des essais bien conduits. Et aujourd'hui, j'ai assisté à des choses qui m'ennuient beaucoup, c'est-à-dire qu'on a entendu beaucoup, et je ne cible personne en particulier, sans rire, on n'arrête pas d'entendre depuis 2 mois qu'on a plein de preuves cliniques en faveur de l'efficacité de certains traitements, et ces preuves, on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données bien écrites, bien compilées, publiées, qui prouvent l'efficacité d'un traitement. Et le problème, c'est que ça génère... Voilà, je commence un monologue, mais le grand public est persuadé que la communauté scientifique lui cache des choses et que les médecins sont malhonnêtes avec eux. Et ça me rend très très triste. En fait, tout ce débat, toute cette communication effrénée et cette chasse au scoop scientifique fait perdre à la communauté médicale la confiance des gens, la confiance des patients. Et c'est ça qui me peine le plus en ce moment, de voir des gens qui disent, mais il y a des gens très importants qui disent que ce médicament est bien. Pourquoi refusez-vous de me le donner ? Et on doit expliquer aux gens qu'on refuse de le donner parce que ce traitement n'a pas prouvé son efficacité et qu'on ne connaît pas sa tolérance. Et les gens répondent maintenant, mais prouvez-moi que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a complètement inversé la façon dont les choses doivent marcher. On ne peut pas donner n'importe quoi à n'importe qui en exigeant une preuve de l'inefficacité. Ça n'a aucun sens. Mais si vous circulez sur Twitter, vous allez voir cette phrase très souvent. Prouvez-moi que ça ne marche pas. Et je trouve que c'est comme si la médecine basée sur les preuves, on avait perdu 40 ans de progrès médical à cause de ces communications un peu prématurées. Voilà. Oui, c'est quoi du coup vous voyez une solution, une porte de sortie, ou c'est un constat d'un échec de communication peut-être de la part de la science, de la médecine ? Oui, il y a plein de facteurs qui expliquent ça. La meilleure sortie, c'est de faire ce qui a été fait, c'est-à-dire de concevoir des essais cliniques bien faits, de les mener à terme et de répondre à la question. Ensuite, une fois qu'on saura les traitements qui marchent, il sera déplacé de venir dire ceux qui étaient d'accord avec ça ont raison et les autres ont tort. Non, ceux qui ont raison, ça a toujours été ceux qui doutent. Dans cette histoire, il n'est pas question de qui a raison ou qui a tort. C'est pas une bataille d'ego, c'est pas celui qui trouvera le traitement le premier. Il est question de trouver une preuve scientifique raisonnable, et ensuite, si des gens qui ont formulé des hypothèses sur des traitements avaient raison, eh ben, très bien, ils ont fait une bonne hypothèse, et on est très heureux, et ils avaient raison de formuler cette hypothèse, mais même si le traitement marche, ils avaient tort d'affirmer plusieurs mois à l'avance qu'ils étaient convaincus et que le traitement marchait comme une vérité absolue. Au 1er mai, le ministère de la Santé recensait 44 études conduites en France pour trouver un traitement contre le Covid-19. Je vous mettrai en description de ce podcast la liste des recherches qui sont conduites en France. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode un peu plus long que d'habitude vous a plu. Merci à Hervé Devilliers d'avoir accepté de répondre à mes questions. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre application de podcast, le noter, le partager, ça fait toujours plaisir. Merci aussi à tous les membres du Patreon du label Podcut de m'avoir posé de nombreuses questions sur ce sujet. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez devenir un Patreon de Podcut sur la page du label en description de ce podcast. Merci à tous et à bientôt.